Partners. Merci beaucoup Anne-Christelle. Alors effectivement, on est là pour célébrer 40 ans et on a trouvé que c'était une bonne idée d'inviter ceux qui étaient là il y a 40 ans, au moment de la fondation de RH Partners. Alors j'appelle à mes côtés Michel Gauzens, Claude Vincent, Jean-François Baptiste et Rémi Corel. J'appelle également celui qui n'était pas là il y a 40 ans mais qui est bel et bien là aujourd'hui, à savoir Fabrice Michel. Ça fait plaisir. Alors j'ai mis 2 micros, je vous laisse vous répartir la parole. L'idée c'est que ce ne soit pas une seule personne qui parle, mais bien vous tous. Voilà, donc je vous laisse parler quand vous en avez envie et besoin. C'est normal. C'est bon, ils sont là. Alors une première question, il y a 40 ans si on fait, alors on est dans un café qui s'appelle le Flashback, donc on ne peut pas faire autrement que de passer par ça. Flashback du coup il y a 40 ans, si on se replonge en arrière, vos premiers instants RH Partners, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Quel était l'état d'esprit? Michel Gauzens, peut-être? Oui. Vous ne mettez pas, hein? Ça marche normalement. Ah, non, ça marche. Non. Oui, là ça non. Voilà. Si, là ça va marcher, ouais, c'est bon. Là aussi. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Et merci de nous avoir invités, de nous avoir sortis de notre naphtaline pour venir essayer aujourd'hui de vous raconter quelque chose qui va vous assommer, j'en suis sûr, et on va le faire exprès. Tu es bon, tu es bon. Oui, alors, d'abord, j'ai envie de commencer comme ça. Nous sommes 4 fondateurs, et pourtant il en manque un, qui devrait être avec nous aujourd'hui. Vous l'avez passé par maille, celui-ci, pourtant il est bien vivant. C'est celui qui nous a réunis, et c'est celui contre lequel nous nous sommes opposés, hein, c'est-à-dire Florian Manciol. Et finalement, pour répondre à votre question, il y a 40 ans, nous étions quelques-uns, les fondateurs, alors il y en a 3, mais c'était aussi les fondateurs du réseau Florian Manciol Institut. Hein, c'était ici les 3 premiers. Enfin, l'un d'entre eux n'est plus là, puisque c'était le Marseillais. Et Rémi, lui, est arrivé en dernier. On travaillait bien dans le Florian Manciol Institut. On était quelques-uns à avoir trouvé matière à un accord avec lui qui nous permettait de payer moins cher de royalties, ce que les autres appréciaient peu, et qui, peu à peu, a conduit à une révolution, une révolte à l'intérieur de ce réseau. Il y avait une quinzaine de cabinets, je pense, à l'époque, peut-être plus. Et les premiers arrivés qui avaient installé l'enseigne Florian Manciol Institut étaient très craintifs de perdre cette image fantastique que nous avions installée dans nos régions respectives. Et donc, on s'est trouvé à rompre avec Florian Manciol, un peu orphelin, d'une certaine façon, sans nom. Et la question qui se posait, c'est comment nous allons faire? Comment nous allons résoudre la séparation avec le Florian Manciol Institut? Et croyez bien que juridiquement, c'est un truc particulièrement compliqué. Et on l'a conduit, on a été quelques-uns à plaider, hein, puisque c'était un tribunal arbitral, donc c'était tiers qu'un coup, hein, si on perd, et il n'y a pas d'appel possible. Et ensuite, rester unis en face de cette adversité puissante qui était notre règlement, enfin notre contrat. Et puis, ça nous a donné l'idée, peut-être, d'aller un peu plus loin, et pourquoi pas, de rester ensemble. Tous ne nous ont pas suivis. Nous avons été, tous les 4, plus 2 qui ne sont pas là, hein, que nous avons écartés assez rapidement parce qu'ils n'ont pas joué le jeu de notre collectivité. Hein, c'était les cabinets de Dijon de l'époque. Hein. Nathalie était déjà dans ce cabinet, mais c'était Jean-Claude Bruyture à la circonstance. Et puis, quelqu'un de Reims, dont le nom m'échappe d'ailleurs. Hein, oui, hein, voilà. Et donc, c'est ça, la volonté... Pourquoi oui, on l'oublie. Voilà. Et la volonté, c'était celle-ci.
être unis devant l'adversité, et puis peut-être, on ne se connaissait pas bien les uns et les autres, on allait pour réunions, c'était un petit peu décousu tout ça, et c'était de se dire au fond, si on fait connaissance les uns avec les autres, est-ce qu'on est capable de faire un petit peu plus? Voilà, et c'est comme ça qu'est les RH Partners. Je sens qu'il y a un rebond de votre côté nécessaire, un micro qui attend. Non, je crois que l'histoire est bien racontée. Je dirais bien, on a fait un grand saut dans l'inconnu parce que la crainte, c'était justement ce que vient de dire Michel, qu'on perde. Et si on avait perdu, on serait parti chacun de notre côté, et aujourd'hui on n'existerait plus. Notre force, ça a été de très rapidement se dire, bah oui, ensemble on peut. Michel l'a dit, hein, ceux qui ne pouvaient pas, ils ne sont plus là. Et puis après, on a construit brique par brique. Et voilà, aujourd'hui, on a 40 ans. Si vous deviez, en un mot, chacun, et c'est vraiment, j'aimerais que tout le monde réponde à cette question, en un seul mot, résumer cette trajectoire, 40 ans, c'est pas rien, surtout dans votre métier. On en a entendu des mots, j'ai l'impression qu'il y a le mot collectif qui va arriver, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il s'agit beaucoup de ça. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit spontanément? Moi, j'ai pas envie de répondre à cette question maintenant. Très bien. Parce que depuis toujours, il répond à côté des questions. Très bien. On va s'adapter. Non, c'est parce que quand on parle de l'origine, j'ai envie de dire quand même que le 18 juin 1984, c'est 40 ans dans quelques jours, j'ai créé ma société en espérant pouvoir travailler en ressources humaines intelligemment. Et j'ai rencontré un premier réseau que je ne citerai pas parce qu'on l'a fortement cité à l'instant, que nous avons tous quitté en 1993. Et j'ai trouvé effectivement tout l'intérêt d'une communauté dans laquelle on travaille depuis, RH Partners, qui m'a apporté véritablement ce que moi je voulais à l'origine. Moi je voulais à l'origine, quand j'ai créé la société, être un entrepreneur, être indépendant, mais pouvoir travailler avec une collectivité, un collectif d'intelligence, où j'allais retrouver des pairs, des entrepreneurs comme moi, qui souhaitaient être indépendants, mais avec quand même une force de groupe, la force d'un réseau. Et ce que je n'ai pas trouvé, ce que nous n'avons pas trouvé dans le précédent réseau, dont nous sommes effectivement dissidents, on l'a créé à RH Partners. C'est-à-dire qu'en fait, une somme d'indépendants, d'entrepreneurs qui acceptent de pouvoir être véritablement solidaires les uns des autres par rapport à un projet collectif, un projet commun. Alors s'il y avait un mot, et je parlerai après sur le mot. Non, bon. Mon associé n'a pas parlé. Vas-y. Eh bien, je crois, Jean-François, on t'a nommé trésorier, mais c'est parce que tu tiens les clés vraiment de. Donc, j'ai rien à rajouter. Ah, mais merci, c'est bien. En un mot, Rémi, pour vous, ces 40 ans, cette trajectoire, c'était quoi? Cette trajectoire, c'est d'être, tout en étant Un mot, Rémi. indépendant, entrepreneur, indépendant, interdépendant. Donc, ce qui était bien chez RH Partners, c'était le partage des compétences. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on était en GIE, donc c'était un homme, une voix. Hein, c'est le système Édouard Leclerc qui est à Landerneau, je suis finistérien. D'accord. Bon. Moi aussi, c'est pour ça qu'il dit. Et là, c'est le même principe, c'est la coopérative, on met tout en commun et un homme, une voix. Donc, il n'y a pas un franchisé ou un franchiseur qui est meilleur que l'autre. Et c'est pour ça que ce n'était pas une franchise, c'était un GIE. Et ce GIE nous a permis à chacun de se développer à son rythme, à sa manière. Et puis surtout, chaque cabinet pouvait profiter, comme on était un réseau, de profiter de l'expertise de l'autre. Voilà. Donc c'est un gain de temps phénoménal, un gain d'énergie, et l'union faisant la force. Dès qu'on a créé RH, ça a été quelque chose de réussite marketing phénoménal, parce qu'à l'époque on passait des annonces, on prenait des pages complètes sur le Figaro, sur l'Express, il y avait RH Partners partout sur la presse, et en 6 mois tout le monde nous appelait en disant « Ah mais on a déjà travaillé avec vous il y a 5 ans, alors que 6 mois avant on n'existait pas. » L'enseigne était... RH, tout le monde connaissait RH. Ça a été la force du réseau. Alors évidemment, ce monde a changé parce que, rappelons-nous qu'en 91,
moi, je suis rentré dans un groupe qui n'existait plus. Alors, c'était assez folklore. Et en 92, le réseau était mort. Donc, RH Partners, qui a été créé le 21 janvier 93, c'est-à-dire les statuts déposés à l'INPI, parce qu'avant, l'INPI était en grève, on ne pouvait pas le faire avant. Donc, c'était toute l'histoire. Voilà. Mais l'année 92, c'était des licenciements tous azimuts. Les 500 directeurs de communication avaient pris un congrès à la Défense, ils étaient tous virés, il n'y avait plus rien. Donc nous on faisait du recrutement sur un marché qui n'existait plus. C'était quand même une année assez phénoménale. Et puis 93, création de RH Partners, et là ça a été le démarrage immédiat. Et depuis on est toujours là. Michel, vous voulez réagir? Il y aurait 1000 choses à dire, mais je suis sur votre question un mot. Merci de suivre quand même. C'est très compliqué finalement. Lorsqu'on a parlé, j'avais noté impossible, moi, comme mot, parce que je m'étais rappelé cette expression, c'était impossible, et comme ils ne le savaient pas, finalement ils l'ont fait. Ce qui était impossible, c'était de réunir autour d'une idée collective des gens qui sont profondément indépendants, car nous sommes restés tous, les uns et les autres, profondément indépendants. Et nous avons réussi à glisser de l'indépendance vers l'autonomie. Parce que l'indépendance, c'est faire ce qu'on veut, l'autonomie, c'est faire ce qu'on veut à l'intérieur d'un cadre. Nous avons donc travaillé beaucoup à construire ce cadre, qui a été un cadre technique d'abord. Nous avons en face de nous un marché. Nous avions en face de nous un marché. Très vite, il nous est apparu que nous devions représenter une image soudée, une image unique. On ne peut pas dire, quand on va prospecter une boîte comme EDF, on est des franchisés. On ne peut pas dire ça. Enfin, il nous semblait qu'on ne peut pas dire ça. Donc, on a dit on est un groupe. Et puis, ça s'est imposé peu à peu à notre esprit. Et nous avons appris finalement, en restant très indépendants les uns des autres, notre capital nous appartenait, notre stratégie locale nous appartenait, et on a appris finalement à fonctionner comme un groupe intégré. Et on s'est obligé à le faire. Même produit, même démarche, une politique commerciale nationale à un moment donné, même, une attaque des grands comptes centralisée, une réponse aux appels d'offres. Et tout ça, ça nous a obligés et peu à peu engagés dans des processus qui étaient le même. Donc le mot, c'est celui de l'union qui apparaît. Alors, c'est l'union, et j'en rajoute un autre, c'est l'union sans hiérarchie. C'est important de le dire, il n'y avait pas de patron parmi nous. Il n'y a jamais eu un patron. Le président que j'ai été longtemps, Jean-François l'était un petit peu, nous étions tous les trois ici, à être très investis dans le travail collectif, c'est-à-dire qu'on avait des cabinets qui nous permettaient finalement de consacrer du temps à autre chose qu'à notre activité régionale. Eh bien, nous le faisions, mais nous l'avons fait toujours dans cet esprit de concertation. On ne donne pas un ordre, on a une idée, on l'évoque ensemble, les autres vous disent c'est une sottise, et on dit mais c'est vous qui ne comprenez rien, et donc l'échange se passe, et puis souvent on arrive à une solution, et on a une solution qui est quelque part entre les deux évidemment, et qui s'est avérée le plus souvent efficace. Union. Claude, Vincent, votre mot résumé à vous. Oui, j'avais pensé au même, donc ça va être difficile. Aïe. Ouais. Non, mais parce que un peu. tout est résumé. Quand on dit, enfin moi je dis souvent, on n'a jamais rien imposé. Et c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'effectivement, on est tous des têtes de mule. Donc s'il avait fallu nous imposer les choses, on se serait fâché, on serait parti. Donc là, le dialogue, alors effectivement, Jean-François, Michel et moi, on a souvent construit, et puis on s'est fait déconstruire parce qu'on avait peut-être pensé trop vite, ou pas assez vite, ou pas comme il faut, mais on n'a jamais rien imposé, et Michel a dit, tout a passé. Tout a passé à chaque fois. Je pense qu'il n'y a pas une décision qui a été prise à l'arraché. Je rebondis sur c'est pour ça que ça a marché. 40 ans dans votre métier, effectivement, c'est pas anodin, c'est même assez unique, je crois, en France, voire en Europe. Dans ce métier-là, en tout cas bien particulier du conseil en ressources humaines,
Qu'est-ce qui a fait quand même que ça a tenu, que ça a marché, que ça existe c'est bien vivant d'ailleurs aujourd'hui encore. Les clés de succès sont où? Je crois qu'on les a données parce que si effectivement on regarde les groupes qui existaient à l'époque, qui étaient des vrais groupes, enfin je ne dis pas qu'on n'est pas un vrai groupe, mais qui étaient des groupes avec une tête, c'est qu'un jour la tête elle a été loin du terrain. Alors que nous, chacun dans notre coin, on s'est toujours battu pour que, au moins dans notre région, ça marche. Et comme on faisait tout ça dans les régions, ça a marché partout. Alors que les grands, il y avait une agence qui pliait, 2 agences qui pliaient, 3 agences qui pliaient, et le groupe qui pliait. Nous, on a toujours résisté, chacun dans notre coin. Oui, vous avez posé la question tout à l'heure de mots. Alors je dis non. Toujours un petit décalage quand même. C'est normal, c'est le financier. Donc. Moi je dirais une très belle traversée. Et quand je dis traversée, je pense à 4 décennies de traversée qui ont connu chacune de ces décennies, qui ont connu chacune une rupture technologique. Quand on a démarré notre métier, alors vous étiez un certain nombre d'années, mais le conseil en ressources humaines existait à peine en termes de terminologie. Pour ce qui concerne le conseil en recrutement, on était véritablement dans un métier globalement artisanal. Je parle pour les recruteurs des cabinets de conseil. On était dans un marché d'évangélisation. À part les grandes structures qui travaillaient avec quelques gros cabinets parisiens en province, quand on venait expliquer que nous souhaitions leur proposer d'externaliser leur recrutement, qui était l'apanage du chef d'entreprise, ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait. Et puis on était à l'ère au niveau de la méthodologie un peu papier-crayon, on faisait du recrutement comme M. Jourdain fait de la prose. Donc ça veut dire que quand on est rentré dans ce marché dans les années 80, on était vraiment sur un marché de conquête et d'évangélisation, comme je dis. Et puis les années 90, on commençait à resserrer un petit peu la pression par l'arrivée d'Internet. Fin des années 90, où là la notion de temps a complètement été bouleversée. Quand on passait des annonces, comme tu le disais tout à l'heure, dans Le Monde, dans les Échos, etc., on attendait 8 jours pour avoir des réponses d'annonces, 8-10 jours, avant de commencer à faire le tri sur CV, je me rappelle, à peu près. Et puis on répondait par les lettres qu'on envoyait, qu'on postait, etc. Certains d'entre vous n'ont jamais connu ça. Avec l'arrivée d'Internet, on a été dans la réactivité, dans l'instantanéité des candidats, des réponses aux candidats, de nos clients qui étaient dans la même instantanéité, et ça a commencé à mettre une vraie pression dans la profession au niveau de la gestion du flux. Dans les années 2000, on a eu l'arrivée des CVTech. Donc la profession s'est organisée en disant on va rassembler la masse des CV dans des fichiers qui vont être cadre emploi, etc. Donc, ça s'appelait cadre emploi à l'époque, je crois. Donc des CVTech nationales par des professionnels de la communication. On a commencé à intégrer cette technologie chez nous en créant nos propres CVTech. Puis nos clients ont créé leurs propres CVTech et sont devenus de plus en plus concurrents finalement à la prestation qu'on faisait. Dans les années, je ne vais pas tout faire, mais il y a 3-4 décennies, dans les années 2010, on a vu l'arrivée des réseaux. Alors l'arrivée des réseaux, c'était Viadeo. Je me rappelle une première réunion d'un conseil d'administration où on était tous ensemble, et c'était en 2013, on dit Viadeo, et la moitié d'entre nous disaient Viadeo c'est quoi? Viadeo, c'était ce qui a précédé LinkedIn, on va dire, même si LinkedIn existait et était le petit concurrent de Viadeo. Donc il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, et puis avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et le débordement sur la gauche et sur la droite, sans faire de politique, qui nous ont amenés à devoir être encore plus beaux que ces flux qu'on ne maîtrisait pas directement. Et puis aujourd'hui, la dernière rupture technologique, c'est l'arrivée de l'IA. Et l'intelligence artificielle, elle vient rompre sur un des aspects qui n'est plus mécanique pour le processus, mais qui est sur l'intelligence même. Voilà, donc c'est une traversée de 40 ans sur des ruptures technologiques, et je terminerai en disant, ces ruptures technologiques, on les a vécues quasiment de façon presque anticipée, et j'en veux pour preuve la première réunion à laquelle Michel et moi avons assisté chez Syntec, quand on a intégré Syntec avec les gros de la profession, alors les grands
parisiens, les nationaux, etc., etc. Ils étaient en train de se poser la question des questions techniques et stratégiques sur notre métier que nous, au niveau du réseau, on avait déjà résolu depuis 2-3 ans. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Enfin, qu'est-ce qu'on fout là? On est bien d'être dans un réseau qui apporte effectivement toute cette dynamique et cette innovation. Et on était vraiment dans le facteur, dans le rythme, dans le bon rythme. On n'était pas en retard. Vous avez suivi les évolutions. Rémi, ça fait Non, non, on les a pas suivis, on les a anticipés. Anticipés même. Rémi, ça faisait allusion à ce que vous disiez tout à l'heure sur les compétences. Il y a aussi ça a été aussi ça, votre force, d'agréger de nouvelles compétences un peu en permanence? Ben oui, je crois qu'on n'a pas suivi, on n'a jamais suivi le mouvement, on l'a toujours précédé. C'est parce que, d'abord, on travaillait avec notre argent, ce qui est quand même très important. Quand vous êtes sur un groupe intégré, il y a quelqu'un qui finance, mais les gens en dessous, ce n'est pas leur argent. Nous, c'était le nôtre. Donc on a été obligé de précéder ce qui allait se passer et non pas de suivre, comme dit Jean-François, ce que peut faire un groupe qui suit les modes, les tendances. Notre force c'était d'être en avance sur les modes et d'être véritablement, comme dit Claude, vraiment au plus près du terrain. Parce qu'on habite sur place, nos clients sont sur place et ils nous connaissent, enfin c'est véritablement une opération de conseil. Alors que, évidemment, les groupes, quand le marché de recrutement au départ s'est développé, c'était un métier de commercial. Et comme on mentionne d'ailleurs, il y avait une petite valise avec, c'était du commercial. Et nous avons évolué du commercial en faisant du commercial sur véritablement une activité de conseil. Et ça s'appelle conseil en ressources humaines. Auquel cas, le conseil, c'est le conseil en recrutement, mais c'était surtout aussi ce qui nous a permis d'évoluer, du conseil en formation, moi qui était mon premier métier, du conseil en communication et en ressources humaines, du conseil en mise en place de gestion prévisionnelle des emplois, enfin tout ce qui va avec. Donc cette adaptation a pu se faire parce que nous étions en avance sur beaucoup de métiers et la force des RH Partners, c'était qu'il y avait toujours quelqu'un dans le réseau qui maîtrisait cette partie du métier. Voilà. Et le fait de pouvoir échanger, parce qu'il n'y avait pas de décideur, c'était véritablement un échange. On a toujours cette complicité. Je rebondis donc, et après je passe le micro. Oui, je souscris tout à fait à ce que dit Rémi, sans faire un parallèle politique, parce que ce n'est pas du tout le lieu, ni le moment, mais on a, de par notre organisation, parce qu'on est proche du terrain, parce qu'on est près des centres de décision, on a la même légitimité que le maire local qui n'est pas hors sol et qui connaît véritablement les problèmes des clients. Et c'est exactement la même chose. Quand on se retrouvait tous ensemble, nous étions tous à mutualiser les différents besoins de nos clients, les réactions, leurs objections, et ça nous donnait une vraie vitalité pour construire des offres ou répondre à la demande. Je suis d'accord. Moi aussi, merci, à plus tard. Bon, on va peut-être passer, on a quand même envie de savoir, on ne peut pas se passer de ça. En 40 ans, il y a eu du travail accompli, abattu, des choses positives un peu moins, des anecdotes. S'il y avait un souvenir comme ça qui remontait de 40 ans, un parmi tant d'autres, hein, j'imagine, mais quelque chose qui vous revient à l'esprit maintenant. Ouais, il faut peut-être qu'on raconte à ceux qui ne savent pas comment on a créé le nom RH Partner, parce que c'est quand même assez comique. Alors, malheureusement, la personne qui a beaucoup œuvré pour ça n'est plus là, est vraiment plus là. On a fait un brainstorming comme tout le monde, on a travaillé je ne sais plus longtemps, et puis au bout d'un moment on a dit tiens on va s'appeler RH Partenaire, c'est parfait, c'est super. Et on est sorti dans le couloir et on a dit non mais si on veut être un peu national il faudrait qu'on s'appelle Partners. On a dit ok, et puis on a donné ce nom à notre agence de com qui nous a dit mais c'est nul ce nom, ça ne passera jamais. Voilà, et 40 ans après c'est toujours là. C'est toujours là, et vous me racontiez même, quand on a préparé ce petit temps d'échange, que même c'est devenu RH, c'est devenu partenaire, c'est devenu... Nos clients appellent RH, ils n'appellent pas RH partenaire. Hein. Enfin, quand ils n'appellent pas une consultante par son nom, ils ne savent même pas qu'elle est chez RH partenaire, tellement c'est fort. Oui, il faut rajouter une suite d'ailleurs à cette anecdote, c'est que l'agence a considéré que nous n'étions pas véritablement des créatifs et qu'il fallait qu'elle nous aide absolument. Et elle le faisait
avec d'autant plus de bonne volonté qu'elle le faisait gratuitement, ce qui était particulièrement sympa. Et elle nous a imaginé un nom absolument magnifique, que nous avons tous accepté. Enfin, il y en a eu plusieurs, il y en avait 4 ou 5, mais celui qui est sorti, c'était celui de Source. Nous devions nous appeler Source. Et puis, ensuite, on fait généralement, on fait du naming, on va regarder ce qui existe et quels sont les droits qui sont attachés au nom. Et ben, Source était pris. Le deuxième aussi, je ne sais plus qui a été pris. Le troisième était également pris. Le quatrième aussi, le cinquième également. Et il nous restait à peu près une quinzaine de jours pour sortir les papiers en tête, puisque nous quittions véritablement l'ancienne appellation sonore. Il a fallu aller très vite. Moi, parmi les anecdotes, j'ai envie d'en donner une qui correspond facilement à moi, va dire Jean-François, mais qui exprime bien ce à quoi nous sommes parvenus. Hein, parce que c'est vrai que le monde change, c'est vrai que les techniques changent, c'est vrai que les groupes changent, et pourtant il y a des invariants. Et l'invariant, c'est qu'au bout, il y a un client. Hein, il y a un service, on nous paye, on a de l'argent ou on n'en a pas, c'est-à-dire on vit ou on ne vit pas. Hein, c'est aussi bête que ça. Donc, quels que soient les problèmes que l'on rencontre, eh bien, il existe des solutions. Quand on dit aujourd'hui on ne trouve pas de candidat, je ne peux pas accepter cette affirmation. C'est vrai en plus, hein. Je suis sûr que vous avez raison, mais moi, jamais j'accepterai. Je dis non, c'est parce qu'on n'a pas bien réfléchi. Nous étions tout petits quand même, il faut se rappeler, et un jour on a répondu à un appel d'offres. Un des premiers gros appels d'offres auxquels nous avons répondu et que nous avons gagné, c'était le groupe EDF qui était encore marié avec GDF à l'époque. C'était 500 recrutements en 3 mois. 500 recrutements en 3 mois. Infaisable. D'autant qu'on nous donnait cette mission, si j'ai bonne mémoire, à la fin du mois de juin. Et ça, c'était en quelle année? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'aurais pas de réponse. Dans les 40 dernières années. Voilà, c'est ça. Oh, ça devait être dans les années 2004, 5, peut-être 6, ça savait. Voilà. Et nous avons eu une discussion absolument terrible avec les achats d'EDF qui voulaient que nous travaillions sans acompte. Moi, jamais. C'est qu'on s'en par terre, ça. Mes sous, c'est à moi, c'est pas à vous. Je travaille, donc vous payez, sinon je ne travaille pas. Est-ce que vous payez votre avocat s'il a gagné ou pas? Oui, mais dans ce cas, il coûte très cher. Ou alors vous lui donnez un acompte. Donc on a beaucoup discuté et finalement on a eu le marché sur la décision du DRH, que je ne connaissais pas d'ailleurs, d'EDF qui est intervenu, qui m'a appelé. Hein, j'étais en réunion EDF à l'époque. Il m'a appelé et il m'a dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, bien, je vous rappelle. En fait, c'est l'acheteur qui m'a racheté pour vous dire, on accepte tout ce que vous voulez. Ils ne nous ont pas donné d'argent, ils nous ont garanti que toutes les actions que nous conduisons, à la fin, elles seraient payées. Hein, et on était d'accord avec ça. L'anecdote, c'était de dire quand même qu'un cabinet principalement de province, constitué de petites unités, était capable de réaliser cette mission, énorme, 350 et 150, en 13 semaines en réalité, et que nous l'avons fait avec une rigueur extraordinaire. Nadine s'en souvient parce que c'est elle qui faisait les comptes rendus. Nous faisions des comptes rendus hebdomadaires, téléphoniques, reprenant l'ensemble. On a mis en place une organisation que notre souplesse était capable de réaliser, que notre détermination a permis de réussir, et que notre technicité. Car, il ne faut pas l'oublier, nous avons voulu installer RH Partners avec, parmi d'autres images, celle de technique. Lorsqu'on fait un audit de recrutement, dites-vous bien que le directeur, le DRH EDF que j'ai rencontré par la suite, était ébloui par la méthode. On dirait qu'il n'avait pas recruté, évidemment, ça l'intéressait à titre intellectuel. Mais enfin, il était ébloui par la méthode. Quand on lui montrait les définitions de fonctions que nous réalisions, on n'en a réalisé aucune pour les circonstances, c'était des petits postes, vous vous rendez bien compte, 500, ça ne peut être que ça, hein. Et bien, ils étaient aussi éblouis. Donc ça veut dire que nous avons, à ce moment-là, en matière d'anecdotes, réussi à démontrer sur le marché cette capacité à prendre des gros marchés et à les réussir à la fois par le terrain et aussi par l'organisation qu'on a mis derrière, hein, par le discours que nous avons porté, et ça nous a permis de gagner plein d'autres très gros clients par la suite.
Et celui-là, on l'a gardé un certain temps quand même. Hein. Et quand ils nous ont abandonné une année ou deux, ils sont vite revenus en disant notre choix est mauvais. Donc ils sont revenus. Jean-François, une anecdote? Une anecdote? Oui, Jonathan, je sais, mais... Non, je n'ai qu'une anecdote individuelle, mais je peux pas, comme Elle est pas racontable. l'interlocuteur est à ma droite, je peux pas la dire. Sauf si vous la voulez. Ah, Il y a de la demande, donc. non, il va me le rendre. En pire. Non, j'ai l'habitude de dire que quand j'ai créé ma boîte, je ne connaissais pas Michel. Et le temps d'une gestation, c'est-à-dire 9 mois, j'ai rencontré Michel. On n'en saura pas plus. Bordeaux s'est ouvert Peut-être. 9 mois après Toulouse. Mais on était bien meilleurs. Ça a bien changé. On a marché clairement. J'ai échappé au cassoulet et au fronton. Rémi, vous avez peut-être une anecdote? Vous aussi. Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être anecdote, mais par rapport à la force des RH Partners, en tout cas, moi j'étais à Quimper, donc c'est un peu loin de tout. Il n'y avait pas de train à l'époque, on allait la voile. Non. En tout cas, ça prenait un certain temps, disons. Mais un jour j'ai débarqué, par rapport à un client d'URSSAF de Brest, j'ai débarqué à Lacoste à Paris. J'ai expliqué à la direction à Lacoste ce qu'était RH Partners. Et là, un jour, l'anecdote, c'est que la DRH étant absente, parce qu'elle était en permanence au cabinet de Martine Aubry, qui était ministre à l'époque. Quand elle rentrait, elle lui disait Martine était un peu fatiguée parce qu'elle buvait beaucoup de whisky. C'est une autre anecdote politique. Et elle m'avait donc confié, parce qu'elle ne pouvait plus, elle m'avait donc confié le recrutement des élèves du CNES. Ça s'appelait le CNES à l'époque. Centre national d'études de la sécurité sociale supérieure. Et j'ai donc 3 élèves brillamment diplômés de cette école qui arrivent dans mon bureau et me demandant quel poste vous me devez, quel poste vous me donnez et quand je commence. J'ai dit qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre projet? Non, mais ça on verra après. Vous devez m'embaucher. Je dis je mets rejette candidature et je rejette 3 candidatures. Et moi, je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Et là, l'école, qui était à Saint-Étienne, appelle la direction de la cause, appelle la direction, donc Jean-Louis Bull, qui était directeur à l'époque. Le message arrive chez Christian Nandier, qui était la DRH, et Christian Nandier m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez recruté des personnes? Mais il dit, ils sont nuls, ils savent pas pourquoi ils sont là. Oui, mais M. Guebel, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous comprenez, ici, c'est une grande administration, c'est la Banque de la Sécurité sociale. Nous sommes obligés, par décret, d'embaucher les élèves. Il me dit, je ne savais pas, moi, je ne savais pas. Bon, c'est pas grave, elle me dit, on va. Et là, du coup, elle dit au CNES, bon, si vous voulez savoir pourquoi il y a eu ce bug, c'est Rémi Guebel qui s'en occupe. Et donc, téléphone sur la Quimper en disant, il faut absolument qu'on vous voit. J'ai dit, moi, Saint-Étienne, vous me payez les frais de déplacement. Et donc, comme dit Michel, non, il n'y en a pas question. Donc, dans ce cas-là, je raccroche, je ne veux pas. Et voilà. Retéléphone de la cause en disant, comment ça, vous n'avez pas une laisse? Maintenant, ils ne veulent pas payer. Bon, la cause me dit, nous, on va vous payer, allez-y, il n'y a pas de problème. Et donc, je débarque à l'école nationale, Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale, et j'explique pourquoi je n'ai pris aucun candidat. Voilà. Et je regarde le programme scolaire, j'ai dit, il n'y a pas de management dans votre programme, il faut mettre une formation management. Il me dit, c'est quoi le management? Et à l'époque, ça commençait, moi je travaillais avec un psychanalyste qui travaillait déjà sur la souffrance au travail. Donc là, quand je dis qu'on était en avance, on avait là 10 ans d'avance. Et cette anecdote, c'est que je me suis fait virer de tous les grands groupes parce qu'on m'expliquait, non, on a 3 ou 4 suicides ici, mais ça n'a rien à voir avec la souffrance au travail. Le stress, ça n'existait pas dans les années 90. Et alors maintenant, c'est arrivé. Voilà. Et j'ai donc proposé de changer
de mettre de la formation management, de refaire le programme de la formation, et du coup de changer le nom du Centre national, hein, pour l'appeler EN3S. Parce que je n'avais affaire qu'à des élèves qui étaient frustrés d'avoir échoué à l'ENA ou d'avoir échoué à l'ENS. J'ai dit, il faut l'appeler l'EN3S à ce moment-là, hein, à la place du A de l'ENA et à la place de... Et ils ont donc, ça a mis plusieurs journées de brainstorming avec les directeurs des caisses nationales. Et ils ont accepté le changement de plan de formation et le changement de nom. Et là, alors, toute l'équipe en interne a vraiment connu le stress parce qu'il fallait qu'ils s'adaptent à la rentrée à une nouvelle formation. Et là, nous avons fait une opération groupe qui était de mettre des bilans de compétences, qui ne savaient pas ce que c'était. J'ai rédigé mot pour mot toutes les lignes de l'appel d'offres pour faire des bilans de compétences qu'on a fait pendant 5 ans avec le groupe. Donc Bordeaux envoyait un consultant, Clermont envoyait un consultant, et c'était vraiment une opération groupe. Et moi, j'allais de Quimper à Saint-Étienne pour faire les bilans des 70 futurs directeurs des caisses de sécurité sociale. Donc on a fait au début avec Laurent Dubos, qui Laurent Dubos. Où il est là-bas. Voilà l'anecdote avec Laurent. Il est déjà à 40 ans. Et voilà, une opération groupe. Et quand j'ai décidé d'arrêter, de me retirer de l'appel d'offres, c'était après quand les avions sont entrés dans les immeubles en 2001. Hein. Oui, alors, on va peut-être pas revenir sur... On m'a dit qu'il fallait continuer. Et au renouvellement, et donc là, il y a comme une autre anecdote pour le renouvellement de l'appel d'offres. Le renouvellement de l'appel d'offres, j'y étais plus et il a été refusé parce qu'on ne répondait pas aux critères. Voilà. On ne répondait plus aux critères de l'appel d'offres que j'avais moi-même rédigé. C'est comment dire. Voilà. Merci. C'est bon. Il y en a un quand même qu'on n'a pas du tout entendu et le temps passe et on aimerait vous entendre. Le présent de RH Partners, même si on a compris que c'était un collectif et vraiment une affaire d'hommes et de femmes nombreuses,